Salut la gang, tellement content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Success Factory, un 57e épisode. Et avant de rentrer dans l'invité, la présentation de l'invité, on voulait parler de quelques petites nouvelles qui s'en viennent chez WebNC. En fait, j'ai dit qu'ils s'en viennent, mais c'est pas mal déjà arrivé. On a un nouveau studio de podcast chez WebNC. On vient de déménager. Des locaux 4-5 fois plus grands. On est bien, bien, bien contents. Nouveau mobilier, nouveau divan. Venez faire un tour. Je suis là de vous asseoir sur notre divan, bien confort. Mais la plus grosse nouvelle, c'est que, ouais, on a des nouveaux locaux, pas mal plus d'espace pour notre équipe de travailler chez WebNC. Puis notre nouveau studio là, va déjà accueillir 5 podcasts en live. On est bien, 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 bien excités de tout ça. Et 5 étant le mien, le nôtre, Success Factory, l'apéro RH qui revient pour une deuxième saison qui va être animée par Maud Belval cette fois-ci avec 20 épisodes, 20 invités pour un total de 10 épisodes, deux invités par épisode. Sur des termes RH actuels, donc comment recruter sur les réseaux sociaux, comment recruter des travailleurs col bleu, comment avoir une belle marque employeur et tout. Ça va être très excitant, ça a super bien fonctionné le podcast l'année passée, puis ça culminait en un bel événement, puis ça va être la même chose cette année, un bel événement gratuit pour les RH, un événement de conférence. L'année passée, on avait eu 80-90 personnes, c'était un bel événement, les gens étaient contents, puis surtout nous, ça avait fait du vraiment beau réseautage, puis on aime toujours ça. Les deux autres podcasts vont être je suis deux, mais il y en a 5, donc les deux des autres podcasts vont être de Vézina Media qui est Anthony Vizina, qui a son podcast Jason Business, qui va hoster ça ici aussi, et un de ses clients, Entretien Courdodette, qui va faire son podcast également ici. Et le 5e, je ne peux pas vous en dire plus tout de suite, on va garder la surprise pour dans quelques semaines, mais c'est un beau projet qui s'en vient, qui devrait avoir une belle résonance. Et sans plus tarder, on rentre direct dans l'épisode. Notre nouvelle invitée cette semaine pour le 57e épisode, on a avec nous Stéphanie Derry, une vraie entrepreneur chevronnée qui a plusieurs entreprises, dont une agence de marketing consultation et un salon d'esthétique, mais surtout, sa vache à lait qui est adjointe exécutive, qui a maintenant changé de nom. C'est une entreprise qui fait des services d'adjointe virtuelle carrément en ligne, puis est rendu déjà à plus de 80 personnes à sa charge. Puis, je dis 80, là, je pensais que ça fait quelques années qu'elle a son entreprise. Ça fait seulement 3 ans et elle a eu une croissance assez fulgurante. C'est vraiment beau de voir cette croissance-là. Puis, c'est vraiment intéressant de l'entendre parler de ça. C'est quelqu'un de très humain qui a vraiment un sens là, de l'entrepreneurship assez avancé. Puis elle l'a fait depuis qu'elle a 12 ans. À 12 ans, elle partait déjà ses petites affaires de son côté. Puis c'était vraiment par la force des choses, je dirais, parce qu'elle a vécu un événement assez je dirais, majeur dans sa vie quand elle était jeune. Et c'est ça qui l'a fait se partir. Donc, je vous laisse le raconter. C'est vraiment, vraiment, vraiment une belle personne qui mérite qu'on écoute son histoire pour avoir certaines insights là, qui va certainement vous aider. Surtout si vous voulez une belle croissance d'entreprise, là, c'est assez impressionnant de voir ce qu'elle a accompli en 3 ans. Fait que sans plus tarder, je vous laisse à notre nouvelle invitée. Et Stéphanie Derry est, comme à l'habitude, vous allez entendre mon collègue Simon Yé, qui est toujours co-animateur de Success Factory. Donc, à vos écoutes, comme on dirait, je vous laisse là-dessus. Bonne écoute, la gang. Oui, en fait, écoute, moi, je voulais payer les choses que mes amis avaient, que mes parents ne pouvaient pas m'offrir. Donc, ma seule solution, c'était de faire de l'argent moi-même, là. Donc, c'est ça. J'ai fait un petit cours de gardiennage. Ça, c'était légal dans le temps. Donc, je suis allée faire du porte-à-porte dans mon quartier. Vraiment, là. Puis, je suis pas quelqu'un j'ai pas un profil qui est social ou qui. Oui, je suis sociale. Je suis pas bête non plus, là. Mais, mais ça me demandait beaucoup. Mais je voulais vraiment avoir des sous pour pouvoir me gâter. Puis ça allait jusqu'à avoir une marque de déodorisant que je voulais, qui n'était pas la moins chère. Puis je me souviens, c'est des petits articles comme ça que je voulais m'offrir. Puis c'est ça, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai trouvé des contrats de gardiennage. Et à 14 ans, il y a une pizzeria dans mon coin là, qui a accepté de me prendre malgré mon jeune âge. Temps plein, d'enfants soirée, week-end après l'école. Puis après ça, j'ai travaillé au corps à déjeuner. Donc, toujours dans le service, dans un bistrot italien après. Puis après ça, c'est ça. J'ai commencé ma carrière entrepreneuriale. Parlons de ça justement, cette carrière-là entrepreneuriale, tu as quand même plusieurs projets, même en ce moment, tu as plusieurs entreprises.
comment tu fais pour manier tout ça? C'est quoi qui te prend le plus de temps? C'est sûr qu'une de mes grosses forces, c'est l'organisation, les structures, les systèmes, d'où mon entreprise principale là, en service administratif. Donc, c'est un petit peu d'avoir plusieurs entreprises, c'est un petit peu ma crédibilité justement auprès des entrepreneurs, de montrer à quel point une structure, c'est important puis c'est efficace, là. Donc, c'est sûr, je me promène un petit peu. J'ai pas une journée type qui est seulement pour une entreprise, hein. En entrepreneuriat, on a des feux à éteindre à tous les jours. Donc, ça va bouger un petit peu. Mais je m'assure d'avoir des systèmes simples pour vraiment être capable de faire un petit bloc de chacune des entreprises à chaque jour, tout simplement. Ouais. Là, on a comme fast-forward la vie. Moi, je veux revenir un peu en arrière parce que je trouvais ça hyper intéressant ce que tu as dit. Parce que faire du porte-à-porte, c'est des grosses ventes compliquées. Puis là, je suis un gros défendeur de la restauration personnellement. Je fais de la gestion de restaurant longtemps. C'est plus dur que les gens pensent. Parle-nous des skills que tu as appris dans ta jeunesse avant de fonder tes entreprises. Écoute, je te dirais, ben, c'est sûr que travailler dans le public, c'est une très bonne école. C'est ça. Surtout, par exemple, je regarde le corps à déjeuner, les gens viennent déjeuner, ils viennent jaser avec les gens dans des bistrots italiens. Ben là, t'es la psychologue des clients, hein. Donc, c'est vraiment tout ce service client-là, puis d'avoir à se déjeuner parce que je veux pas autre mon porte-à-porte. Une fois que tu donnes ta petite brochure où tu as vendu ton chocolat La Montagne pour financer la levée de fonds à l'école, ben tu t'en vas. Tu n'as pas à rester là. Puis des enfants, c'est pas trop difficile à interagir avec. Mais c'est vraiment être dans le public, d'être surveillé, d'avoir à performer, puis d'être capable d'avoir des yeux sur toi. Je pense que c'est surtout ça que la restauration va avoir apporté, d'être capable justement de sortir de ma petite grotte, là, puis de pas avoir peur d'être regardé malgré que c'est pas... moi, tu me mets dans une pièce seule avec un ordinateur, puis je suis un poisson dans l'eau, mais ça m'a amené ce côté-là là, d'être capable d'interagir avec les gens facilement aussi, n'importe quel type de personne aussi. Là. Mais définitivement ça, ouais. Ouais, puis là, directement, du haut de tes 18 ans, tu te dis, je vais me partir une business. C'est quoi qui t'a poussé à faire ça? Écoute, ça venait même pas de moi-même, c'est vraiment on me l'a offert puisque c'était en vente directe. Elle me voyait faire ce que je faisais, puis ce qu'elle faisait plutôt, puis je me suis dit, ben pourquoi pas. À ce moment-là, j'étais au cégep, j'avais 2 emplois, donc j'avais vraiment le corps à déjeuner. Je servais du café de 6 heures le matin à 4 heures l'après-midi, puis de la bière de 6 heures le soir à 4 heures du matin, 4 jours semaine, et les 3 autres jours, j'avais commencé mes cours de cégep. Donc, c'était assez rock'n'roll, tout ça pour payer mes billes parce que j'étais déjà en appartement par moi-même. Puis c'est ça, quand on m'a apporté ça, je me suis dit, ben c'est une belle opportunité de faire autant d'argent en moins de temps, de avoir une qualité de vie. Puis c'est vraiment, j'avais pas de raison de dire non, en fait. Donc, j'avais pas encore décidé. Moi, je m'en allais avocate. Je finissais mes études that's it. Puis je me suis dit, ben ça sera une job étudiante. Dans le fond, ça m'aidera. Et finalement, ça n'a pas pris 1 an que j'ai quitté mes études et je me suis lancée temps plein en entrepreneuriat, là. Donc, la croissance a été comme rapide pour toi. Comment ça s'est passé de rentrer justement dans... Quand tu parles de cet emploi-là, c'était chez Mary Kay. Oui. Comment ça s'est passé au départ d'aller chercher tes premières ventes? Et est-ce qu'il y avait justement... Tu as fait beaucoup de temps en vente, là, pas en vente, mais dans le service à la clientèle et tout. Ça l'a aidé à ça? Oui, c'est sûr que ça l'a aidé. Définitivement, j'étais quand même très, très, très gênée. Tu sais, moi, malgré que j'ai travaillé en service, qui m'a aidé beaucoup avec ça, mais j'étais la fille à l'école qui avait une note du médecin qui disait que j'avais pas le droit de faire des oraux devant la classe parce que c'était dangereux pour ma santé, parce que je faisais des chocs vagales. C'était vraiment à ce point-là. Donc, je parlais jamais devant plus que 3 personnes. Puis c'est pour ça que je dis que la restauration m'a aidé beaucoup. Donc, c'est quand même, ça m'a suivi dans mes débuts, c'est sûr et certain, mais je le faisais en ayant mal au cœur puis en ayant les genoux cognés ensemble parce que je voulais vraiment changer de situation. Donc, je le faisais quand même, mais l'avantage d'avant direct, c'est que tout est déjà écrit. Tu fais A, B, C, D, tu n'as pas à te poser de questions, la recette est faite, tu ne réinventes pas la roue. C'est un peu ce qui m'a manqué à travers les années, puis c'est pour ça que j'ai lancé des entreprises traditionnelles après, me donner un peu plus de challenge parce que c'était rendu routinier, puis je déteste la routine. Donc, mais c'est vraiment définitivement quelque chose qui est facile, c'est le mental. C'est de faire les actions, puis de travailler, puis de faire A, B, C, D. Mais si tu ne poses pas trop de questions, puis quand tu es dans le doute, tu avances pareil, puis tu fais ce que tu es censé faire, tu n'as pas le choix de réussir en vente directe. Là, c'est comme ça que je le vois. Encore faut-il bien choisir la compagnie, évidemment aussi, là, puis le produit. Tu as dit quelque chose qui est comme un peu semi-contradictoire dans ma tête avec ce que tu as dit déjà précédemment, qui est tu détestes la routine, mais tu es une fille de structure. C'est quoi la différence pour toi? Oui, c'est vrai. C'est une bonne question. Il faut pas que ça soit routinier dans le sens où
Ben, en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai différentes structures et différentes entreprises. Je pense que c'est ça. J'aime pas le changement dernière minute nécessairement. J'aime pas nécessairement les surprises. Je deal avec. Mais j'ai besoin, je déménage maximum aux 3 ans. Bon, heureusement, ça fait 6 ans que j'étais avec le même chum. C'est un record. Mais autre que ça, j'ai besoin que mes journées soient pas les mêmes tâches reviennent d'un mois à l'autre parce que la structure est là, puis j'ai certaines tâches, mais étant donné que ça change d'industrie, parce que j'ai 2 grosses industries, là, les cosmétiques, la beauté en fait, puis la vente, le soutien aux entreprises, je m'excuse, ça fait que c'est 2 industries différentes, 2 clientèles complètement différentes, des fournisseurs différents. Donc, ça va se balancer l'un et l'autre, on dirait. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas trop de changements puis être toujours sur des sables mouvants. N'importe qui, même quelqu'un qui n'aime pas la routine, à un moment donné, ça créerait de l'anxiété. Là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir quand même une structure là, en arrière de ça, mais pas de routinier. Il faut qu'il y ait une petite flamme, un petit c'est une journée différente, un petit quelque chose de fun, même si c'est un petit souper au resto ou un message que quelqu'un t'envoie, une conversation, une petite fierté, quelque chose qui rend la journée intéressante. Ça me fait rire ce que tu dis par rapport à justement les. Ben, pas ça me fait rire. Regardez bien mon enchaînement de phrases là-dessus. Ça me fait rire que tu parles des chocs vagales. Ça me fait pas rire que tu parles des chocs vagales. Ça devait pas être nice, mais par rapport à ça m'étonne, je vais dire plutôt, sur le fait que justement, cet aspect-là de l'anxiété sociale, alors que là, je vais dire tes projets, mais du service à la clientèle, de restauration avec des clients quand tu étais plus jeune, gardiennage que tu as dit que tu fais affaire avec des clients, adjointe exécutive maintenant que c'est carrément avec des clients, puis il y a de l'aspect parler là-dedans. Tu travailles aussi dans l'esthétisme avec des clients. Mary Kay qui était de la vente, là, pour quelqu'un de pas social, il me semble que c'est beaucoup de social. Est-ce que tu aimes ça sortir comme de ta zone de confort? C'est quoi cette... Oui, définitivement, c'est sûr que c'est ça. Moi, ce qui me fait sentir en vie, là, c'est vraiment d'avoir des victoires. Puis je pense pour sentir que j'ai comme conquéri quelque chose ou que j'ai eu une victoire, il fallait que ça me demande un effort. C'est pour ça que je suis en couple avec mon meilleur ami. On a des challenges. Mais blague à part, il faut que j'ai une petite victoire. Puis c'est pour ça que quand j'ai déménagé justement dans mes gros bureaux, mes derniers bureaux où je suis en ce moment, je répétais tout le temps à mon adjointe, écoute, j'ai hâte d'être assis à mon bureau, puis là, d'avoir un problème, d'avoir une solution que tu te dis, qu'est-ce que m'a faire avec ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis de trouver une solution, parce que c'est ça qui me drive, dans le fond, c'est ça qui me dit, hey, j'étais à ma place, j'ai réussi. Si c'est facile, c'est un fleuve tranquille, là, c'est comme, t'as pas de fierté, dans le fond. Fait que c'est pour ça que je m'assure toujours d'être dans l'eau chaude, d'être toujours en mode croissance, puis de jamais devenir confortable, en fait, parce que c'est ça que je vois comme la routine, peut-être. Mais oui, c'est ça, d'avoir différentes industries, dealer avec différents types de personnes. C'est sûr qu'il y a des semaines qui vont être drainantes. Là. Si je suis dans des congrès, puis que là, il faut que tu souris tout le temps, puis il faut que tu parles à tout le monde, puis c'est sûr que je partage pas ma chambre avec quelqu'un d'autre. J'ai besoin de décrocher après, recharger mes batteries. Mais je pense que c'est quelque chose que je réalisais pas que j'aimerais autant. J'aime les gens finalement, puis tu sais, je pense que j'ai réalisé que je pouvais être authentique, je pouvais être moi, je pouvais parler vite, je pouvais dire des niaiseries, puis c'est ça que les gens aimaient en réalité, tu sais. C'est ce que j'imaginais d'être devant le public, c'était d'avoir à mettre un front ou changer qui j'étais, mais de plus en plus, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux, les gens, ils veulent pas du préparé puis du tout propre et chromé, là. Ils veulent du vrai, fait que je pense avoir accepté ça aussi. Ça me permet d'apprécier plus être dans le public, là. J'ai l'impression que tu es une introvertie, ambivertie, mais sociale et authentique en même temps. Belle description. Parle-nous un peu de adjointe exécutive maintenant, que justement le projet que tu as. Ben, je pense que tu as plusieurs projets qui prennent du temps, mais qu'il y en est un qui prend beaucoup de temps et qui sont un de tes bons drivers de revenus. Parle-nous de c'est quoi ça exactement, adjointe exécutive. Oui, adjointe exécutive, je l'appelle mon monstre parce que c'est mon entreprise qui est le plus en méga croissance. Au départ, c'était, en fait, c'est une idée que mon conjoint et moi, on avait eu un séminaire dans la vente directe de cosmétiques, justement, puis il regardait les gens qui avaient du succès, puis il ne comprenait pas pourquoi tout le monde n'avait pas ce succès-là, puis je lui expliquais que beaucoup de gens beaucoup d'entrepreneurs essaient de faire tout eux-mêmes, et c'est pas leur force, il faut être dans notre zone de génie, puis bon. Donc, sur la route, en revenant de Toronto, on a eu l'idée de former une équipe d'adjointes qu'on pourrait mettre en location aux besoins, aux gens de l'effectif qui en avaient besoin. Ça avait commencé comme ça c'était avant la pandémie. On a fait un petit peu ça, mais la pandémie a frappé et puis là, mon conjoint a quitté le bateau. Puis moi-même, j'ai repris après et parce que j'aime ça, les challenges. Un bateau qui est coulé, hey, écoute, m'a te remonté ça.
Et finalement, on a travaillé 2 semaines dans une petite table pliante dans mon condo, puis j'ai loué un espace de coworking. Et c'est là que mon monstre a été créé parce que toutes les entreprises venaient, étant donné que le nom, c'est adjointe exécutive, puis que ça ne spécifiait pas que c'était pour la vente directe de cosmétiques, tous les entrepreneurs de l'espace de coworking venaient cogner à ma porte pour me demander une adjointe. Donc, je me suis dit, ben là, on va s'entourer des adjointes de toutes les industries, on va être capable de faire ça. Et finalement, ben, c'est ça. Ça va faire 3 ans que j'ai repris l'entreprise moi-même et que là, on a au-dessus de 90 adjointes administratives, exécutives, virtuelles, présentielles, que les dirigeants d'entreprise utilisent au besoin, comme un bureau chef que tu peux louer au besoin, dans le fond, sans avoir à passer 20 ans de ta vie à bâtir. Puis c'est ça, il y en a qui sont avec nous 2 heures semaine, d'autres qui sont avec nous 150 heures par semaine. Ils ont 4 adjointes, un département administratif complet. Et là, récemment, on a rebrand sous le nom de Headquarters pour vraiment englober tous nos partenaires. Parce qu'on a des partenaires pour tous les départements, en fait, qu'une entreprise peut avoir besoin. Donc, ouais, c'est mon entreprise. Lesquels? Des partenaires, tu veux dire? Non, lesquels départements? Oui, il y en a plusieurs. Ça peut être marketing. Évidemment, on a plusieurs compagnies marketing qui sont sur leur X, gestion de patrimoine, RH, évidemment, chasseur de tête, finance, traitement de carte de crédit. Il y en a pas mal. Et évidemment, ma compagnie filiale, Awake Agence Marketing aussi. Là. On voulait vraiment offrir un service 360 là, à nos dirigeants d'entreprise, être sûr qu'ils savent qu'ils ont une ressource, qu'ils n'ont pas besoin de rencontrer 70 adjointes virtuelles en entretien, qui peuvent aller vers nous, puis on a les meilleures ressources déjà à l'interne. Précise-nous un peu, c'est quoi les ressources, parce que moi, je te connaissais pas avant, Stéphanie, c'est la première fois qu'on se rencontre, puis je comprends le besoin d'avoir une ressource externe, mais concrètement, c'est quoi le type de service que je peux demander à ces gens-là? Oui, c'est une super bonne question. En effet, ce qu'on remarque là, dans les dernières années, c'est qu'on va aller sous-traiter des besoins en impartition qu'on appelle, là, que ce soit marketing, ça fait plusieurs années qu'on n'a plus un département marketing à l'interne. Même chose comptabilité. Normalement, on n'a plus un comptable à l'interne, à moins d'être une grande entreprise. Mais si on parle d'une PME, on va aller vers un comptable qui a plusieurs clients. Même chose pour les services IT et tout ça. Mais là, on le voit avec les services administratifs aussi. Donc, tout type d'adjointe administrative ou exécutive. Administrative, ça peut être la gestion des appels entrants, des courriels, comptabilité de base, gestion de réseaux sociaux de base, tout ce qui est tâche qui n'est pas payante pour le dirigeant d'entreprise. Dans le fond, on essaie de déterminer avec lui qu'est-ce qui prend son temps, puis de mettre ça dans les mains d'une adjointe de haut niveau, dans le fond, qui va travailler pour lui à distance ou sur place. Et les adjointes exécutives, c'est une adjointe à la direction. Donc, c'est vraiment un bras droit. Là. C'est comme avoir un directeur général à côté de toi qui va vraiment s'occuper de tout à l'interne, là, vraiment dans le décisionnel aussi, pas juste dans l'opérationnel. Et puis, évidemment, ben, là, il y a tous nos autres partenaires là, qui sont sur leur X, peu importe que ça soit tout ce qui est en mission croissance. N'importe quel besoin qu'on se dit, moi, j'ai besoin de faire des flags pour mettre sur le bord du chemin, j'ai besoin de faire du marketing, j'ai besoin de changer si j'ai besoin de faire le tri mon auto, j'ai besoin de payer moins cher de frais d'intérêt. Ils viennent vers nous, on fait une stratégie, on les envoie vers les bons partenaires si c'est pas nous qui le faisons à l'interne. Est-ce que tu dirais que la majorité du temps, c'est toi qui parles de tes services aux dirigeants pour comme les faire comprendre les retentissants de leur offre, ou tu as des clients qui te demandent est-ce que tu fais ça, est-ce que tu fais ça, est-ce que tu fais ça? La plupart des clients savent déjà leur problématique. Là. Ils savent vraiment qu'ils sont rendus en mode maintien puis en mode croissance, puis qu'ils sont en train de faire des tâches qu'ils ne devraient pas être en train de faire. Donc, normalement, ils sont capables de nous donner une bonne liste. Par contre, c'est difficile pour eux soit de déléguer, parce que comme dirigeant d'entreprise, on attend trop tard. On essaie de tout faire nous-mêmes. Il y a comme la petite mentalité au Québec qu'on est des super-humains, là, puis qu'on devrait être capable de tout faire. Oui, souvent, quand tu diriges une entreprise, tu es très autodidacte. Oui, tu es capable d'apprendre n'importe quoi, mais à quel prix? Si ça te prend 10 heures le faire, puis que ça prendrait à quelqu'un d'autre 2 heures parce que c'est sur son X, c'est pas intelligent, c'est pas rentable. Donc, c'est ça. On essaie de les aider à ça, mais souvent, ils ont déjà la liste. Ils savent où ils sont payants. Donc, tout ce qui n'est pas payant pour eux, donc ce qui n'est pas de la prospection, ce qui n'est pas devant des clients, ce qui n'est pas devant des partenaires qui devraient être délégués. Mais c'est ça, souvent, ils attendent trop. Puis là, c'est une montagne, puis ils sont comme gênés de ça, mais ils ne réalisent pas que tous les dirigeants d'entreprise sont broche à foin, éteignent des feux à longueur de journée, laissent les choses importantes, ils ont le nez collé sur l'arbre, ils ne voient pas la forêt brûler. Tout le monde est pareil, fait qu'il faut être capable d'aller demander de l'aide, mais au niveau des heures, c'est difficile à savoir. Donc, est-ce que ça va être 5 heures, 15 heures? Donc, nous, on ne leur demande pas d'engagement. On commence avec eux, on part d'une liste de tâches, puis on va bâtir avec eux. Si c'est 7,3 heures que l'adjointe fait pour cette personne-là, on charge 7,3 heures. Donc, ça va nous démarquer un petit peu aussi de la compétition là, qui vend souvent des blocs d'heures. Mais souvent, pour les dirigeants, c'est pas possible de savoir qu'est-ce que ça représente le travail. Là.
En n'ayant pas de barrière d'entrée, je pense que vous pouvez justement mettre le pied dans la porte facilement avec juste un petit service, établir la relation, puis comme continuer à faire grandir ça. C'est vraiment un bon service. Tu sais, c'est quelque chose que, c'est un peu comme tu dis, là, même nous, avec notre agence marketing, on a deux personnes qui nous aident à faire, une pour la comptabilité, justement, une pour les programmations des pauses, plus de la tâche connexe, je te dirais. Puis c'est tellement valuable parce que justement, tu sais, de moi prendre le temps de programmer des publications pour ça quand je pourrais être en train de bâtir tel projet ou tel truc ou bâtir un événement pour créer des relations ou juste carrément faire de la gestion client. Ça a une charge mentale aussi. C'est pas juste une charge de temps, là, ça a une charge mentale. Puis Maude aussi, qui est notre associée que tu connais bien, là, elle me mentionnait ça la semaine passée avec une coach présentement, puis elle dit que, tu sais, des fois, OK, ta tâche, c'est une demi-heure, mais mentalement, tu en as peut-être pris 1 heure de ça. Puis, c'est juste de s'enlever ces petites tâches-là qui te demandent, oui, 10 minutes, mais ça te prend 5 minutes avant, ça te prend 5 minutes après, te mettre dans la game puis en sortir. C'est intéressant. Je voulais juste emmener on continue dans la jointe exécutive un petit peu par rapport, on parle souvent d'une petite règle de 80-20, là, que 80% de ta job, 20% de tes clients t'apportent comme 80% de ton revenu. Y a tout cet aspect-là avec toi? C'est quoi les clients qui t'apportent le plus? C'est quoi les tâches que vous faites qui sont un driver de revenu le plus grand? Je te dirais que nous, on a beaucoup en fait, on a un flat rate, dépendamment si c'est une adjointe administrative ou exécutive, là. Donc, il n'y a pas nécessairement des tâches, à moins qu'on tombe dans quelque chose de spécifique avec soit nos partenaires ou comptabilité avancée, ou parce qu'on a certains commis comptables et tout ça. Mais sinon, je dirais, c'est sûr que c'est des entreprises qui sont en croissance, parce qu'évidemment, on va peut-être commencer avec 3 heures par semaine, mais on va se ramasser avec 100 heures par semaine, 3 de nos adjointes. Fait que ça, c'est ce qu'on aime le plus, qui peut être le plus rentable aussi, évidemment, sur le long terme, mais beaucoup des petites moyennes entreprises. Donc, moins des solopreneurs. On a commencé beaucoup avec des solopreneurs, des entrepreneurs indépendants qui n'ont pas du tout de structure, qui n'ont pas du tout de soutien. C'est moins notre niche, on dirait, mais plus c'est ça, petites moyennes entreprises qui n'ont pas nécessairement d'aide. Ça se peut qu'ils commencent et qui ont juste besoin d'une adjointe, qui n'ont pas de département, parce que des fois, on vient vraiment en aide au département, aux adjointes qui sont déjà en poste, puis il y a un manque de main-d'œuvre, hein, on le sait, on en a pas assez parlé. Et puis des fois, la charge est trop grosse sur les adjointes existantes employées. Donc, des fois, nos adjointes viennent soutenir elles-mêmes, donc les adjointes déjà en poste. Donc, ça, on en a beaucoup, mais moins des solopreneurs, là, ça, c'est sûr. Puis vraiment, notre but, c'est de soutenir des entrepreneurs débordés, en fait, pour qu'ils recommencent à avoir du plaisir dans leur entreprise. C'est ça qui arrive, on devient entrepreneur parce qu'on veut du temps, de l'argent, ou c'est pas ça pour la plupart des entrepreneurs qui n'ont pas une bonne structure. Puis il y a toujours un stress de si je pars en vacances, si je tombe malade. Moi, c'est ce que j'ai toujours gardé en tête. Est-ce que demain, s'il m'arrive quelque chose, quelqu'un peut venir s'asseoir dans ma chaise sans préavis, j'ai pas pu le préparer, je m'en vais pas en vacances, là, je suis à l'hôpital, est-ce que quelqu'un peut faire ma job? Et il faut des processus, de la structure pour ça. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs peuvent pas répondre oui à cette réponse-là et ne peuvent pas vendre l'entreprise non plus. Donc, ils se donnent pendant 25 ans de leur vie, ne peuvent pas vendre parce que l'entreprise n'a pas de valeur sans eux dedans. C'est le meilleur employé de l'entreprise, puis c'est le moins bien payé. C'est pas pour ça qu'on devient entrepreneur, mais tout ça part d'avoir une bonne structure en place. Puis c'est ce qu'on fait beaucoup. Donc, on donne pas juste accès à une adjointe. On n'est pas une agence de placement non plus. C'est vraiment nos adjointes qu'on garde, qu'on forme, qu'on coach. Donc, ça aussi, c'est le fun pour les adjointes dans notre effectif. Mais notre but, c'est de créer une structure que si l'adjointe arrête de travailler pour le client, on peut la remplacer demain. C'est rare, là. Nos adjointes cherchent le long terme, les clients aussi. Mais si ça arrivait, on veut être sûr que toutes les procédures sont faites, tout est enregistré, puis comme ça, il y a une transmission de savoir là aussi. C'est hyper en demande comme service, là, clairement. Donc, c'est pour ça que vous réussissez, entre autres, que je suis sûr que vos services sont hyper bien formés, comme tu dis, puis que vous donnez du bon travail. Vous êtes rendu à combien dans la compagnie? On est en haut de 90 adjointes. J'ai pas calculé, d'après moi, on a fait énormément d'entretiens. On garde à peu près 17% actuellement des adjointes qu'on rencontre. Donc, on est très sélectif déjà au départ aussi, là, donc c'est pour ça qu'on est confiant de dire qu'on a la crème de la crème. Mais actuellement, là, donc, dans l'effectif assimilé, on est en haut de 90, si c'est pas 100 adjointes. Puis, on est 3 à la direction. Je suis la seule propriétaire, mais j'ai 2 femmes merveilleuses, Jennifer et Pamela, avec moi à la direction pour m'aider avec ça. Et là, tu as touché sur le sujet de la pénurie de main-d'œuvre, ça se fait ressentir partout. Mais là,
vous rencontrez plein de gens en continu, c'est où que vous allez trouver vos adjointes potentielles? Les adjointes, c'est ce qui est le plus facile, étonnamment, pour nous. Je ne sais pas si c'est ce qu'on offre ou le fait, parce que pour une adjointe, souvent, leur force, c'est pas la prospection. Une bonne adjointe, là, c'est pas la prospection, c'est pas le marketing. Donc, leur permettre d'être en sous-traitance immersive avec nous. Ils sont quand même self-employed, ils sont pas employés avec nous non plus. C'est comme la sous-traitance, mais c'est toutes des heures payantes qu'elles vont mettre. Plus besoin de rencontrer des clients, plus besoin d'être en compétition avec d'autres adjointes. Nous, on prend le client, on fait une analyse, on filtre déjà pour avoir les meilleures candidates. Donc, sur 90, on va ramener ça à peut-être 4 meilleures fiches qu'on va soumettre au client. Donc, on est sûr que c'est vraiment un mandat qui est sur le X de l'adjointe aussi. Donc, si c'est des tâches qu'elle aime faire et qu'elle est bonne, bien motivée, performante. Donc, c'est comme le meilleur des mondes pour les adjointes aussi. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a autant d'adjointes et qui se réfèrent. Là, je fais une publication, j'ai à peu près 50-60 candidatures là, à chaque fois. C'est assez, c'est ça, c'est merveilleux. Peut-être que cette vague-là va arrêter à un moment donné, mais de notre bord à nous, là, le manque de main-d'œuvre n'est pas présent. Fait qu'on on est bien content. On apprécie ça. Même chose du côté client. La demande est vraiment grosse. Là, donc, c'est ça. C'est cool parce que là, tu vois, tu viens de changer la façon dont je pense à adjointe exécutive / headquarters. Parce qu'au début, tu sais, je me disais que vous offrez vraiment tous les services à l'interne, mais là, je vous vois plus comme un côté formation et un côté mise en relation. Et c'est un peu ça. En fait, Oui. Moi, ma grosse force, c'est de voir les forces des gens puis les lacunes. Là. Je suis très, très forte. Mon 2 ans de cégep, c'est en psychologie. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis je pense qu'en droit, c'est aussi ça, là, c'est d'analyser les gens, d'être un bon vendeur, parce que c'est le job principal d'un avocat, encore la vente. Tout dans la vie est de la vente, convaincre. Mais c'est de voir ça. Donc, je suis encore beaucoup impliquée dans le matchmaking. Parce que c'est justement une de mes forces pour être sûr que... mais oui, c'est majoritairement ça. C'est d'aider nos adjointes à être les meilleures adjointes possibles, de créer une équipe parce qu'évidemment, ben, personne n'est ultime. Hein. Un client aurait besoin un besoin particulier. C'est pas nécessairement la force de son adjointe qui est déjà en place avec lui. Donc, elle va pouvoir le déléguer à l'interne avec nous aussi. Donc, pour le client, c'est pas plus compliqué, mais on s'assure que le travail est fait par la meilleure personne possible pour ça. Donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup de mise en relation, puis même chose avec nos partenaires, là, quand c'est pas dans ce que nous, on va faire à l'interne. Vous avez commencé quand exactement à Adjointe? Le 12 août 2020, donc on fait 3 ans le 12 août. En 3 ans, vous êtes passé donc 0 à, là, tu gères 90 personnes dans ton day-to-day. Comment tu gères cette croissance-là? Comment tu arrives à gérer 90 personnes dans ton day-to-day quand que justement, ça prend de la structure pour ça? C'est ça, justement, mais au niveau de la structure, c'est Pamela qui est en charge des adjointes. Donc, comme ça, moi, j'ai juste à me référer au niveau de Pamela. On fait des meetings internes, donc on a une bonne structure là-dessus. Puis sinon, c'est ça, j'ai la chance qu'elle soit avec moi depuis les débuts de l'entreprise, depuis la table cliente dans mon condo. Pauvre Pamela. Elle m'a suivie dans toutes mes aventures, mais c'est vraiment elle qui est en charge des adjointes. Puis moi, c'est vraiment une fois que le match a été fait avec un client potentiel que moi, je vais être présente là, pour voir vraiment s'il y a du non-verbal que je peux analyser pour être sûr qu'on fait le meilleur match possible pour ça. Puis au niveau des clients, bien, j'ai des représentants qui sont en charge des clients qui reçoivent une ristourne tout simplement pour prendre soin de ce client-là. Donc, ça non plus, j'ai pas besoin de m'en occuper. C'est plus au niveau de la supervision, là. Parce que le danger, des fois, quand on est entrepreneur, qu'on a une entreprise comme ça, c'est qu'on devient le PDG de l'entreprise, mais on oublie de superviser, d'être plus président, plus le P que le DG. Ma coach a dit toujours ça, on veut devenir le P, puis le DG, tu veux le déléguer. Mais de garder une supervision complète, mais de ne pas être trop creux dans les opérations, parce que sinon, c'est là que tu n'es plus capable d'être en mission croissance pour ton entreprise à toi-même. Ça peut être facile, là. Puis là, on est à 90, mais on va peut-être être à 900 un jour. Je ne sais pas où ça va se rendre. Fait que c'est important de structurer tout de suite les responsabilités, puis d'être sûr que chacun se réfère à une personne ressource et pas tout vers nous, parce que ça peut devenir assez chaotique. Sinon, je l'ai vécu au début. On est passé par là, mais on Ouais. sait juste... Ben, c'est ça que j'allais te demander, en fait. Est-ce que toi, justement, ça t'arrive encore, même si tu dis que ça t'est arrivé au début, est-ce que là, dans la dernière année, tu as encore des enjeux avec ça? Parce que j'ai l'impression que quand c'est ton bébé, tu veux comme être impliqué dans les opérations. Comment que ça se passe de ton côté, gérer ça?
Oui, c'est quand même, pour moi, c'est quand même facile de faire. C'est sûr qu'on supervise tout, mais c'est quand même facile de faire confiance aux gens que je mets des tâches dans leurs mains, puis de juste superviser que tout a été fait, puis pas tomber dans le micromanagement. Par contre, ça va arriver que mes directrices sont en congé, tombent malades, sont en vacances, puis que là, c'est moi qui vais prendre le rôle. Mais rapidement, je sens le poids de ça. Donc, on voit vraiment que ça va être éventuellement d'avoir, oui, un VP, mais d'avoir quelqu'un qui peut prendre sa place après. Mais je pense qu'il faut y aller une étape à la fois. On voudrait commencer avec cette structure parfaite. Il faut accepter que des fois, on va se dire, oh, OK, là, tu sais, c'était une semaine plus rough. Mais oui, ça peut arriver encore. Mais c'est souvent ça. C'est souvent quand il y a quelque chose qui arrive puis qu'on n'a pas bien fait notre gestion de risque puis qu'on n'a pas mis quelqu'un d'autre responsable de ça s'il arrivait quelque chose. Mais ça arrive une fois, on s'ajuste, on s'arrange pour que la prochaine fois, ça se passe mieux. Puis de répéter, répéter, répéter. Parce que les gens ont le réflexe de venir vers nous. Des fois, on fait de la prospection sur les réseaux sociaux. Les gens ont nos contacts personnels, par exemple. Donc, de leur répéter, oui, tu n'as pas eu de réponse de moi. Nos bureaux sont ouverts de 9 à 5. Plus ça va, plus on est en entrepreneuriat, plus c'est ça. Il y a différentes façons de communiquer, LinkedIn. On se fait écrire partout, mais de rappeler aux gens, non, nos bureaux, c'est 9 à 5. Tu te prépares à telle personne. Répéter, répéter, répéter. Puis à un moment donné, les gens comprennent comment te respecter là, dans tout ça. Ouais, absolument. Il y a plusieurs canaux. Toi, c'est quoi ton canal préféré avec avec, tu sais, communiquer avec tes clients potentiels et aussi où tu vas prospecter? J'essaie de ne pas faire trop de prospection moi-même, justement, de mettre ça plus dans les mains de mes représentants. Par moment, j'en fais justement si eux sont débordés. C'est sûr que ça va vraiment dépendre. J'ai beaucoup aimé LinkedIn parce qu'évidemment, c'est mon client cible. Il faut vraiment aller à l'endroit où on a nos clients cibles. Par contre, j'avais pas trop de misère à keep up avec la quantité de messages qu'on avait, avec la campagne marketing qu'on avait. Donc, c'est devenu à un moment donné une lacune qu'il a fallu que je délègue. Des courriels aussi, évidemment, mais je fonctionne beaucoup par rendez-vous. Donc, moi, les gens, ils savent, je ne suis pas disponible. Si tu essaies de m'appeler aujourd'hui, ma journée est remplie. Si j'ai un trou de 30 minutes, c'est pour dîner, puis c'est ça. Donc, je suis toujours disponible. J'ai des liens que tout mon staff va partager, prendre rendez-vous avec Stéphanie. Je suis super disponible. J'ai possibilité de prendre rendez-vous avec moi n'importe quand. La même personne peut prendre rendez-vous autant de fois qu'ils veulent, mais rien de dernière minute. Quand je commence ma journée est planifiée jusqu'au soir. Puis il faut habituer les gens à ça. Donc, peu importe d'où ça vient, si jamais j'ai parlé à quelqu'un sur Messenger exceptionnellement parce qu'on m'a tagué quelque part, que quelqu'un avait un besoin, ou LinkedIn, ou courriel, ou quelqu'un qui a appelé, dans tous les cas, ça va être vers mon lien d'agenda pour prendre un rendez-vous avec moi. Puis ça me permet de me préparer aussi à la rencontre là, parce qu'il y a des petites questions que mon agenda demande. Tu viens du monde de la vente directe, puis là, tu délègues justement le côté prospection, mais vous êtes fort en formation. Fait que j'imagine que tu formes tes représentants à la vente. C'est quoi que tu leur apprends? C'est quoi tes clés? C'est sûr qu'un de mes grands mentors, je devrais dire, c'est Grant Cardone. Donc, moi, je suis toujours en formation constante avec lui. Bon, people skills, aptitude humaine, on va tasser ça, c'est pas sa force. Mais côté vente et marketing, oui. Donc, c'est sûr que moi, je suis toujours en train d'aller me former. Puis ça, c'est un danger quand nous-mêmes, on est trop occupés comme dirigeants puis qu'on n'est plus en train de se former. Toute notre équipe va le ressentir, puis ça va aller vers en bas. Donc, je fais le temps d'être sûr que je me fais former moi-même pour transmettre, dans le fond, ce que j'apprends. Mais je pense que la vente, c'est surtout de la confiance. C'est jamais un script, c'est jamais un texte, c'est trouver ton client cible qui a un problème qu'on peut sincèrement résoudre. Si on n'a pas de problème à résoudre pour lui, bien, on ne peut pas l'aider. Puis d'être confiant dans ce qu'on offre. Après ça, peu importe le choix de nous, peu importe le moyen de communication. Puis c'est ce que je travaille avec mes reps, qui aient confiance vraiment là, dans ce qu'on offre, puis qui voient la différence. Donc, si on a des beaux succès avec un client qui travaillait 6 jours semaine, puis que là, il y a une adjointe, j'en ai un récemment, justement, il y avait 20 heures de travail administratif qu'il faisait lui-même. On a mis une adjointe avec lui qui fait le même travail en 8, parce qu'évidemment, elle, c'est sa force. Donc, elle est pas mal plus performante que lui. Et lui, il a repris seulement 5 heures de son 20 heures qui s'est libéré pour être dans son X puis rencontrer des clients potentiels. Il a augmenté de 20 000 son chiffre d'affaires par mois. Puis son adjointe lui coûte quoi? 1 400 et il prend ses vendredis, samedis off maintenant parce qu'il a libéré un 15 heures de travail. Fait que, tu sais, toutes ces petites victoires-là, je leur partage. Je suis vraiment... je leur donne des défis à tous les mois. Donc là, je les amène à l'Estérel, le resort, au mois d'août parce qu'on a atteint nos objectifs mensuels. Fait que j'essaie de leur donner des victoires. En fait, que ce soit, ils sont impliqués comme si c'était leur entreprise, autant que la mienne. On travaille ensemble. Je dis souvent nous. Donc les gens me disent, c'est pas ton entreprise à toi, il y a d'autres personnes. Puis je suis comme, non, je suis 100% propriétaire, mais sans eux, l'entreprise n'existerait pas, tu sais. Donc ouais, je pense que c'est surtout comme ça. C'est surtout de les garder engagés, motivés, puis qu'il y a des victoires.
c'est surtout ça, là, je te dirais, plus que des tactiques de vente ou... ouais. Et toi, tu te donnes comment tes victoires? Moi, c'est des challenges. Je voudrais que j'attends que les problèmes arrivent. C'est vraiment ça. Dès que j'ai un challenge, je me dis, OK, let's go, comment on passe par-dessus? Puis il y a vraiment des moments où je me dis, hey, je suis qui, tu sais, que moi, j'ai tellement bâti une marche à la fois, changé mon fusil d'épaule, tout le temps en train d'essayer d'innover. C'est une industrie qui n'existait pas vraiment avant, que c'est à partir d'une idée, on s'entoure des bonnes personnes, puis on pivote tout le temps. Fait que des fois, je me dis, tu sais, malgré que, oui, je suis sur mon ex, c'est ma force, mais est-ce que j'ai vraiment la solution à ce challenge-là? Puis de trouver les solutions, parce que si t'es en mode solution, t'es en mode solution. Si t'es en mode problème, t'es en mode problème. Mais moi, c'est toujours, je vais trouver quelque chose, puis des fois, ça me prend peut-être un petit 24 heures, mais je continue à avancer, puis là, hop, une solution apparaît, puis on réussit. Mais c'est ça qui me motive. C'est vraiment ça. Mais dans ton approche de l'entrepreneuriat, puis je sens ça aussi sur le fait que tu aimes ça, comme créer des structures, puis créer des processus de travail. Je sens que justement, ce que tu viens de dire, on se rejoint beaucoup là-dessus il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'autre chose que des solutions qui existent. Là. Des problèmes, ça n'existe pas. T'es vraiment en mode solution tout le temps, j'ai l'impression. Vraiment, définitivement. Puis les gens, ils savent. Tu sais, je suis pas la personne à qui tu viens te plaindre parce que je suis pas très réconfortante parce que justement, je vais trouver une solution au problème. Puis souvent, les gens, ils viennent te parler de leurs problèmes juste pour que tu les flattes. Tu leur dis, t'es correct, t'es belle, t'es bonne, t'es capable, tu sais. Puis je vais pas leur donner cette reassurance-là. Donc, les gens, ils viennent vers moi une fois pour ça, puis après ça marche pas. Moi, j'appelle ça du grattage de gale. Je vais pas gratter ta gale avec toi pour qu'elle saigne, puis t'as une nouvelle gale, puis t'as regrattes pendant 6 mois, là. Donc, je vais trouver des solutions. Puis, à un moment donné, je suis très transparente aussi à dire aux gens, arrête de trouver des problèmes à mes solutions, fais juste les essayer. Donc, pour ça, au moins, j'ai pas beaucoup de gens négatifs autour de moi. On dirait que ça a comme fait un ménage. Je suis toujours disponible pour qu'on me parle, mais si on cherche des solutions aux problèmes. Donc, ouais, je me suis fait un peu cette image-là comme entrepreneur. Et ça marche pour moi aussi, évidemment. Yes. Puis là, adjointe exécutive, c'est ton driver principal, c'est ce qui occupe tes journées, mais tu as quand même tout un autre parcours, comme tu disais, dans l'espace beauté, parce que tu n'as pas juste fait Mary Kay, tu as aussi fondé Wanderlust Bar Beauté. Parle-nous de ce côté-là. Oui. En fait, ça, c'est la pandémie, là. La pandémie m'a donné beaucoup trop de temps parce que là, on a comme coupé tout ce qui était distraction, hein, à nos horaires. Et une de mes amies et moi, on s'est dit, ben, pourquoi pas lancer un salon de coiffure et d'esthétique, hein? On a le temps. Puis c'est ça a toujours été quelque chose dans ma tête parce que je trouvais pas ce que je voulais des salons d'esthétique. Je trouvais que c'était souvent très froid. J'appelle ça marbre et capitonné, là. Tu rentres à quelque part, puis c'est comme, tu sais, tu te sens quasiment insécure de rentrer là parce que c'est froid, puis c'est pas tous les salons, mais c'est ce que je voyais beaucoup. Puis je voulais un salon haut de gamme, mais qui est chaleureux. Tu rentres là, tu as le goût de passer la journée avec le monde, c'est comme une famille, tout ça. D'où le nom Wanderlust, qui est un mot allemand qui veut dire dépasser son propre monde, vivre une aventure, vivre de nouvelles expériences. Donc, c'est là qu'on a décidé de lancer ce salon-là. Puis là, récemment, je suis allée à travers une vente. Donc, ma première associée a vendu ses parts à 2 nouvelles. Donc, ça aussi, c'était des nouveaux défis, des ventes de... Mais j'aime ça, c'est ça. J'aime apprendre des nouvelles choses, puis c'est ça, trouver des solutions, comme je disais. Et j'ai déménagé, évidemment, en trouvant le local pour mon salon d'esthétique. J'ai déménagé mes bureaux en haut, dans le même building, ce qui me permet vraiment d'être plus efficace, évidemment, parce qu'à ce moment-là, j'étais quand même à 20 minutes de route. Ça n'aurait pas fonctionné. Là, je me rends compte maintenant, il faut faire des décisions importantes. Et voilà. Puis c'est ça. Fait que c'est le fun, ça balance un peu les choses. Je descends en bas, je suis avec mes petites clientes, j'ai du fun. Puis ça me permet aussi de réunir mon entreprise de Stéphanie Derry, qui est artiste maquilleuse et sprétane, avec le salon d'esthétique en bas, puis de faire tout ce qui est administratif en haut. Tu as trouvé une belle synergie à travers les deux business qui sont dans des mondes complètement différents, dans les locaux. Exact, oui. OK. Puis là, dans tout ce que tu parles beaucoup de trouver des solutions et que là, ta problématique, c'était rendre les salons, tu sais, haut de gamme, mais chaleureux. C'est quoi concrètement que tu as pris comme action pour rendre ton salon chaleureux? C'est sûr qu'au niveau du décor, je sais que ça peut être superficiel, mais on a un arbre, on est à l'intérieur, là, un arbre géant, donc c'est comme si on était en dessous d'un arbre. C'est vraiment du velours, du cuir noir, du bois, tu sais, vraiment faire sentir
une chaleur, si on veut, aux clientes. Les attentions sont importantes pour nous, faire le petit café, le petit verre de bulle, ces petites choses-là, de prendre soin de parler avec nos clientes, puis tout ça. On veut pas une grosse équipe, on a une équipe de 13. C'est sûr qu'on est encore en train de grossir l'équipe un petit peu pour être sûr de pouvoir accepter les clients parce qu'actuellement, on refuse beaucoup de clients par manque de disponibilité au niveau du staff. Ça, c'est un des problèmes qu'on trouve des solutions. Mais c'est vraiment, on veut pas rouler trop non plus. On veut toujours prioriser la cliente et d'être un multiservice. Donc, oui, on offre beaucoup de services, mais on veut que la personne puisse aller à un seul endroit. Puis c'est rendu du luxe, hein, c'est pas quelque chose que tout le monde peut s'offrir. Maintenant, des soins esthétiques ou de coiffure, mais d'avoir au même endroit puis d'avoir un beau service haut de gamme, c'est qu'on se gâte puis on veut qu'elle sente qu'elle a pris un moment pour elle aujourd'hui puis que ça valait la dépense. Puis que c'est pas juste, je repars avec des beaux ongles pour 3 semaines puis c'est tout, tu sais. Donc, on veut vraiment aller chercher plus ce lien-là. Puis on jase beaucoup, on est très, je sais pas, on est très proche de nos clientes. On aime ça, ça se fait naturellement. Je pense avec l'équipe qui nous entoure aussi, je pense qu'on finit par aller chercher un écosystème de gens qui ont la même mission, qu'on apprécie beaucoup ça. C'est comme à cœur ton expérience client, vraiment beaucoup. Absolument, exact. On va rentrer dans le dernier segment du podcast que je vais t'emmener un petit peu à différentes places là, dans les prochaines questions. En commençant par ta maman, j'écoutais un podcast qui s'était passé, puis en fait, je pense que c'était une capsule là, que tu avais tournée avec, je ne suis pas sûr de me rappeler dans quel contexte, mais tu parlais de ta maman qui me semble vraiment être un exemple de force et de courage incroyable, qui est aujourd'hui décédée. Comment elle t'a inspiré à travers tout ça? J'ai l'impression que t'en parlais pas dans cette capsule-là tant que ça, mais j'ai l'impression que ça se ressentait, qu'elle a laissé un leg au niveau inspirationnel à toi. Comment, en fait, carrément. Oui, absolument. Dans le fond, moi, mes parents, on vient d'une famille qui était vraiment peu en moyens, là. J'ai vraiment connu tout ce qui est 1er juillet, se promener avec la minivan, puis voir s'il y avait des meubles qui avaient du bon sens sur le bord du chemin, puis les soupes populaires, les paniers de Noël. J'ai tout connu ça. Malgré ça, mes parents ont fait faillite. J'avais 6 ans, donc on a perdu la maison. Et ben là, après ça, c'était le divorce, tout le stress financier, tout ce qui venait avec tout ça. Donc, cette situation-là nous a vraiment, moi et ma sœur aînée, fait réaliser à quel point l'argent est important. C'est pas la chose qui va t'amener le bonheur, mais d'en manquer, malheureusement, va avoir des répercussions négatives. Donc, c'est important pour nous de réussir, puis en même temps, de pouvoir offrir à mes parents ce qu'ils ont sacrifié, en fait. Là. Évidemment, ils sont restés une bonne équipe, mes parents, à travers tout ça, pour nous élever, prendre soin de nous. Mais j'ai été vivre majoritairement chez ma mère. Puis ma mère était super indépendante, elle se débrouillait. Écoute, on s'est fait voler notre auto dans le temps de Noël au centre Laval, dans le temps de Noël, puis tous nos cadeaux étaient dedans. Puis ça, on a été pendant 6 ans en transport en commun, pas de nouvelle auto. Tu sais, j'ai vraiment vu à quel point, moi, je vois ça comme un escalier, puis à monter une marche à la fois. Elle se posait pas de questions, elle s'assisait pas dans les marches à pleurer puis à dire qu'est-ce que je vais faire. C'était juste comme je continue d'avancer, peu importe ce qui arrive. Puis ça, c'est vraiment un trait de caractère que j'ai gardé d'elle, vraiment, là, de toujours monter. Puis il fait soleil aujourd'hui, il annonce des tornades aujourd'hui. Ah ben, il annonce une tempête de neige. Ah ben, tu sais, ça m'empêche pas de faire ma journée. Puis c'est juste, on continue d'avancer. Et puis, c'est ça, à 15 ans, j'avais trop de conflits avec elle. On était trop pareils niveau caractère, donc j'ai quitté. On s'est pas parlé pendant 2 ans. J'ai déménagé de la maison en appartement. Pour ça, j'étais allée chez mon père. Bref, peu importe. Pour rekindle avec elle après. Je m'excuse pour les anglicismes. Des fois, je cherche mes mots en français. Donc, reconnecter avec elle, puis d'accepter en fait qu'on était juste vraiment pareils, puis que ça se créait des conflits. D'où mon petit no regrets. Mes tattoos sont beaucoup par rapport à ma mère, de me rappeler justement qu'on a bien fait de rekindle. Parce que justement, pas longtemps après ça, elle a eu malheureusement... en fait, elle s'est battue toute sa vie pour racheter une maison après avoir perdu celle qu'on avait quand on était jeune. Puis, ça faisait même pas 1 an qu'elle était dans sa maison qu'elle avait enfin acheté puis qu'elle avait eu son diagnostic de cancer. Donc, ça m'a juste encore plus fait réaliser que, tu sais, on se donne le temps. Les êtres humains, là, on a une bonne espérance de vie. On vit encore plus longtemps, pas en santé, malheureusement. Mais on vit longtemps, fait qu'on se donne tout le temps du monde, mais on ne sait pas combien de temps on a en réalité, tu sais. Elle a eu son diagnostic de cancer 4 mois après être décédée à 52 ans. Un moment donné, tu te remets en question, tu te dis hey, « j'en ai 31 déjà, tu sais, il m'en reste peut-être 21, c'est pas. » Puis c'est pour ça que ma petite soif de comme chaque journée est importante. Je ne reste jamais assise sur mes fesses dans mon salon, sur le divan. J'ai pas de la misère à écouter de la télévision, des choses que je sens pas qui m'apportent quelque chose. Je prends des bains de 2 heures. Ça, c'est mon moment de relaxation. Je suis pas toujours sur la go, là. Mais
des pertes de temps ou, tu sais, pour moi, ça m'a vraiment amené ça. Et ben j'ai plus ma maman gâtée, mais j'ai mon papa qui prend sa retraite en octobre. Fait que ça, je veux vraiment être capable de lui donner une paix d'esprit financière, là, puis de travailler fort d'ici là pour l'aider. Tu portes bien honneur à ta mère en justement te mettant toujours un pied devant l'autre comme elle t'a appris et en trouvant des solutions. Comment tu veux redonner ça aux autres? Je pense que la soif de vivre est un peu contagieuse, hein. Je pense que des gens, on tombe dans un autopilote, puis en fait, on ne peut pas être blâmé pour ça, là. Le système est fait comme ça. On va à l'école, on se fait dire quand on mange, on se fait dire qu'on a le droit de retourner à la maison ou quand on a le droit d'aller aux toilettes. Tout est cordé. Tu as un travail en fonction des notes que tu as à l'école. Tu fais ce travail-là 50 semaines sur 52, 40 ans de ta vie. Tu espères avoir de l'argent en retraite. Puis c'est ça, tu sais. Fait qu'on on se fait mettre vraiment dans ce moule-là. Puis ça prend des gens qui ont justement une petite flamme, qui vont réaliser aux gens, c'est correct d'être dans ce moule-là, mais tu sais, c'est correct de faire un 9 à 5, là, j'ai rien contre ça, mais il faut que tu aies une petite flamme, il faut que tu aies des rêves, sinon ça sert à quoi de vivre? Tu sais, moi, c'est carrément à ce point-là, je préfère ne pas vivre que d'être éteint toute ma vie. Il faut laisser quelque chose. On doit aux gens de donner notre plein potentiel. Puis des fois, peut-être qu'on est dans un moment down émotionnellement, qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'on a apporté aux autres, puis en montant une marche à la fois, à un moment donné, cette flamme-là va venir. Hein? La passion vient des victoires. C'est sûr que si on est arrêté, puis qu'on sent qu'on n'avance pas, puis qu'on est dans une routine plate, c'est sûr que c'est lourd, puis tu n'auras pas une étincelle du jour au lendemain. Il faut commencer à faire des pas, puis justement, trouver des problèmes, trouver des solutions de problèmes, puis après ça, avoir ces victoires-là, puis c'est là que la petite flamme apparaît. Je dis souvent à mes équipes, quand on n'a pas envie d'en faire plus, c'est qu'on n'en fait pas assez. Ça, c'est une de mes phrases typiques. Là. Quand on n'a pas envie d'en faire plus, c'est qu'on n'en fait pas déjà assez. Quand tu es à pleine puissance, tu ne manques pas d'énergie, tu es réénergisé à tous les jours. Puis pourtant, on est des humains bien normaux, on n'est pas plus disciplinés. Des fois, ça ne tente pas, on a mal dormi certaines nuits, mais c'est vraiment ces petites victoires-là qui vont le driver. Fait qu'il faut juste choisir quelque chose qu'on peut apporter puis le faire. Fait que je pense que les gens autour de nous finissent par avoir cette petite flamme-là aussi, puis finalement apporter quelque chose aussi de leur côté. Puis c'est plate, monter au sommet seul. Fait qu'on essaie d'amener le plus de monde qu'on peut avec nous, puis d'avoir du succès avec nos clients, puis de pouvoir finalement faire des petites rencontres, puis c'est le fun. C'est le fun. On est fiers de ça. Laisser un leg, hein, c'est vraiment ça. On veut pas mourir, puis que les gens disent ouais, t'es fine, puis t'es travaillante, tu sais. T'es une bonne mère. On veut plus, là. On veut avoir laissé quelque chose derrière qui va être utilisé ou qui va être transmis plus qu'à travers nos enfants maintenant. Là. Ah, je pense que ce que tu dis, c'est vraiment dans la nature humaine. Une fois, c'est souvent les émotions, c'est contagieux. Puis je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu dis de soif. La soif de vivre, c'est contagieux. Puis je pense que tu as un petit peu un exemple de ça. Merci. Tu sais, des fois, on se dit, les gens qui nous entourent ont une grosse influence. Tu sais, on n'a pas nécessairement le choix de qui va nous entourer. Oui, certaines personnes passent dans notre vie en dedans de 6 mois. À chaque 6 mois, les gens près de nous vont changer, sauf certains qui vont durer. Je cherche vraiment mes mots en français aujourd'hui, je m'excuse. Je suis francophone à la base en plus. Ça m'arrive. Mais c'est 2 des 4 voix dans ma tête qui parlent en anglais. Des fois, il n'y a pas de médicament pour ça. Stéphanie, on est dans un podcast qui s'appelle Success Factory. Laisse-toi aller sur les anglicismes. Excellent de voir. Non, mais aussi, je m'en allais avec ça. Oui, c'est ça. Les gens autour de nous vont avoir une grosse influence. Puis ça, on le voit souvent, les gens qui ont des animaux domestiques, qui ont un surplus de poids, souvent sont des gens qui ont un surplus de poids aussi. C'est des habitudes de vie. Nos amis aussi vont avoir souvent les mêmes situations financières que nous. On finit par avoir des gens qui ressemblent autour de nous. Puis sans changer les gens qui nous entourent, c'est important de choisir avec qui on parle de nos projets. Moi, quand j'arrive dans un souper de famille, là, je pense même pas que ma famille réalise des entreprises que j'ai. Je pense honnêtement, sincèrement, je pense pas. Récemment, justement, une de mes tantes m'a dit, ma grand-mère m'a dit, avec ma tante, t'as-tu ouvert ton salon d'esthétique finalement, là, que t'allais ouvrir? Puis, tu sais, ça fait plus qu'un an qu'on est ouvert. Mais parce que j'en discute pas nécessairement avec eux, parce que j'ai l'impression qu'ils me verront jamais comme la femme d'affaires que je veux être, parce qu'ils ont changé mes couches. Fait que c'est normal que... fait qu'il faut choisir avec qui on parle de nos projets. Si tu as une tante qui est divorcée 3 fois, tu vas pas parler de tes problèmes de couple avec elle. Fait que ça, c'est important. Tu l'aimes, tu vas prendre un verre de vin avec, mais tu choisis les gens qui t'entourent. Et si tu n'as pas des gens positifs qui t'entourent, change de pièce. Il faut vraiment que tu ailles... Si tu es entrepreneur, tu es capable d'aller rencontrer des gens qui ont le même mindset que toi. Ça fait une grosse différence parce que tu peux pas avoir des petites étincelles puis être exciter de la vie si tout le monde autour de toi est sur l'autopilote. Là. Fait que c'est positif
contagieux, mais le négatif aussi est contagieux. Fait que peut-être de faire cette analyse-là aussi. Là. C'est vrai, c'est fort. Ouais, j'adore ça. Je vais prendre un anglicisme, on va wrap up. Mais pour wrap up, j'ai l'impression que tu as une inspiration un petit peu du mot hustle, carrément. Puis ça m'a fait plaisir que tu nous parles un peu de ta situation avec ta mère, puis ce que ton enfance aussi, parce que ça témoigne un peu de ça, puis de justement ton goût pour trouver des solutions aux problèmes, puis de ne pas voir les problèmes comme en étant des problèmes, puis un peu ton amour de la vie pour les défis, pour trouver des solutions justement, puis pour mettre un pied devant l'autre. Puis c'est très cool de t'avoir écouté parler de ça et de tes projets. Merci de t'être prêté au jeu et d'être venu nous jaser de ça au podcast. Pour savoir justement, pour en savoir plus sur Stéphanie Derry, sur tes projets et tout, les gens s'informent sur tes projets où et comment. Je suis un petit peu partout. J'ai évidemment un haut card là, avec tout dessus, mais c'est sûr que je suis présente sur TikTok, stéphaniederry.e, TikTok, Instagram, Facebook. C'est tout le même, là, stéphaniederry.e. On me trouve un petit peu partout là-dessus. Et évidemment, j'ai mes différents sites web qui sont un petit peu éparpillés. Là, donc, je pense que les réseaux sociaux vont plus centraliser pour laisser les gens choisir où ils veulent me suivre. Très cool. Encore une fois, un gros merci d'être venu nous jaser, Steph. C'était un plaisir. Merci à vous de m'avoir reçu. Hello, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous avez aimé le podcast, on vous invite à aller laisser un petit avis ou vous abonner sur Spotify ou Apple Podcasts pour nous aider à le faire connaître. On se voit la semaine prochaine pour une autre belle conversation avec un nouvel invité. À bientôt!